l'humanité est arrivée à une phase critique de son histoire. Et comment en sommes-nous arrivés là? Bon, tout d'abord, le facteur déclencheur a été, il y a à peu près 12 000 ans, nous sommes rentrés dans le Holocène, qui est une période d'exceptionnelle stabilité climatique, qui a permis aux chasseurs-cueilleurs de se sédentariser, de commencer l'agriculture, l'élevage. Et donc, nous sommes passés, il y a 12 000 ans, on était entre 1 et 5 millions d'habitants sur Terre, à ce que nous sommes aujourd'hui. Les sociétés se sont structurées parce qu'on a accumulation des richesses. Avant, les chasseurs-cueilleurs ne pouvaient posséder que ce qu'ils pouvaient porter sur le dos. L'exploitation des animaux, la hiérarchie, les chefs, les conflits, les guerres pour s'approprier les possessions d'autrui. Donc là, ce qu'on appelle la civilisation humaine a prospéré. Au début du XXe siècle, nous étions 1 milliard, maintenant 7. Alors, le risque, si nous continuons dans cette direction, c'est-à-dire un réchauffement climatique de 3 degrés, voire peut-être un peu plus, la population pourrait de nouveau tomber à 1 ou 2 milliards. L'espèce humaine survivra, mais au prix de combien de souffrances? D'ici 2050, il risque de faire 50 degrés dans les Vosges l'été, enfin en canicule. Donc, disette, famine, sécheresse en Afrique, migration en masse, beaucoup plus que maintenant, incomparablement plus, vers les pays tempérés qui seront chauds et les pays tempérés vers les pays qui sont maintenant sombres, etc., etc. Donc, énormément de troubles, énormément de souffrances. Donc ça s'est fait progressivement. Sommes-nous responsables? Oui, mais en même temps, il y a une dilution de la responsabilité. Dans les années 50, nous sommes rentrés dans l'Anthropocène, c'est-à-dire l'âge géologique dans lequel l'homme a le plus grand impact sur l'état de la planète et de la biodiversité. Ça s'est fait progressivement avec la révolution scientifique, technologique, qui a multiplié des millions de fois notre pouvoir sur la nature, et nous n'avons pas autant accru notre considération des autres espèces, notre considération des générations futures, notre considération de l'environnement. Mais comme ça s'est fait de façon graduelle et que personne ne se réveille le matin en pensant « je vais saccager la planète », il y a une sorte de dilution. Si le CO2 était rose, disait une de mes amies spécialistes de l'environnement, et que le ciel rosisse de plus en plus, on s'inquiéterait davantage. Nous sommes équipés par l'évolution, par émotionnellement réagir à des dangers immédiats. Si on dit que la maison va prendre feu dans 30 ans, on dit on verra bien à ce moment-là. Donc voilà, les solutions, elles existent. On le dit, on le redit, mais il ne faut pas se dire « Ah bon, les solutions existent, donc c'est pas grave ». Mais il y a une vraie crise et une urgence environnementale. Johan Rockström, un des plus grands spécialistes de l'environnement, qui maintenant dirige l'Institut de Potsdam sur l'environnement, dit qu'une crise et une urgence climatique, c'est quand l'enjeu est extrêmement important et que le temps est limité. Et il reste 6-7 ans pour pouvoir prendre des mesures draconiennes. Le problème, c'est que la plupart des États ne sont pas prêts à prendre des mesures draconiennes et qu'en gros, une bonne partie de la population, oui, un problème qu'ils connaissent, mais ne sont pas vraiment motivés. Pour donner un exemple, le rapport du GIEC qui disait c'est une alarme rouge, parce que c'était un peu le message du rapport, a été un des premiers titres de l'actualité le jour où le rapport a été rendu public, mais tout de suite oublié. Le lendemain, on n'en parlait plus, et il y a des faits divers qui se sont produits le même jour, qui ont occupé les infos pendant 4 jours consécutifs. Donc une faible motivation et voilà, et une tiédeur de la part des politiques, car ça impliquerait de prendre des mesures qui seraient peu populaires, comme d'augmenter 10 fois la taxe carbone, des choses comme ça, le prix du carburant, complètement arrêter l'usage des énergies fossiles. C'est possible, mais il ne suffit pas de le dire, parce que les gens disent « Ah, mais les scientifiques disent que c'est possible ». Mais pour ça, il faut mettre en œuvre des moyens que, pour l'instant, personne ne met en œuvre. Donc, c'est bien compliqué, c'est la grande crise du XXIe siècle. C'est le sort de génération que nous tenons entre nos mains, et ils diront « Vous saviez, et vous n'avez rien fait ». Donc, c'est sûr que c'est pas une vision optimiste des choses, que, encore une fois, il faudrait se bouger plus que ce que nous faisons indiscutablement. Donc tout ce qui peut faire motiver l'opinion publique, les citoyens, les États, ceux qui votent aux élections, tout ça est bienvenu. C'est pas un scénario
apocalyptique, c'est pas l'effondrement. L'espèce humaine, encore une fois, survivra, mais combien de souffrances, combien de souffrances. Et puis, bien sûr, la disparition de la biodiversité, tout ce qu'on sait. Donc, pour ça aussi, on peut s'émerveiller pour vouloir protéger tout cela. Voilà une petite introduction, pas très optimiste. Jusqu'à encore récemment, Yann Arthus-Bertrand disait qu'il était trop tard pour être pessimiste, mais voilà, maintenant il dit que c'est plus difficile de dire ça. J'ai déjà un petit peu répondu à votre deuxième question. L'humanité peut-elle éviter cela et comment? Ben oui, elle peut, mais il faudrait faire des efforts considérables. Une des choses que nous pourrions faire, par exemple, qui serait sans doute la plus facile, ce serait simplement de quasiment arrêter de consommer de la viande. Alors c'est pas un agenda, il y a un agenda éthique et moral bien sûr, c'est que nous tuons tous les 2 mois le même nombre d'animaux qu'il y a eu d'Homo sapiens sur Terre depuis son origine, environ 110 milliards tous les 2 mois. Il y a donc un facteur éthique, mais il y a un facteur environnemental important, puisque l'élevage industriel et la production de viande au niveau industriel, entre la déforestation des forêts, l'envoi de 1 milliard de tonnes de céréales des pays du Sud vers le Nord pour la production de viande, etc., etc., est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre après les habitations et avant même les transports. Et le rapport du GIEC d'il y a 2-3 ans disait que ce facteur à lui seul, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation de viande, notamment en Chine, interdirait à elle seule de rester sous 2 degrés de réchauffement climatique. Donc une chose facile à faire, c'est simplement d'arrêter de manger de la viande. Ça ne demande pas d'arrêter de voyager, de chauffer sa maison. C'est très simple. Ça sauverait la vie à des milliards et des milliards d'animaux et ça serait un moyen utile. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, simplifier notre existence, voyager moins, consommer local, toutes ces choses qu'on connaît et que les spécialistes de l'environnement recommandent. Vous le saviez, ça tout aussi bien que moi. Maintenant, c'est à nous de le faire. Mais encore une fois, faut se remuer pour ça. Et c'est aussi les politiques, évidemment. Comme disait Winston Churchill, un homme d'État pense aux générations à venir, un homme politique aux prochaines élections, et c'est bien malheureux. Il faudrait qu'en fait que les chefs d'État ou les présidents soient élus pour une seule fois, de sorte que ceux qui vraiment ont la conviction qu'il faut faire quelque chose puissent le faire indépendamment de leur popularité. Est-ce que la bienveillance, me demandez-vous, peut-elle réduire la cause actuelle? Bien certainement. La considération d'autrui, c'est le seul facteur qui permet de résoudre cela. Parce que si on se fiche du sort des générations à venir, c'est mon cher ami et Groucho Marx, mon marxiste favori, qui disait « Pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Et j'ai entendu un milliardaire américain, Stephen Forbes, dire la même chose sur Fox News à propos de la montée des océans. Il disait « Je trouve ça absurde de changer mon comportement aujourd'hui pour quelque chose qui se passerait dans 100 ans. » Donc ce monsieur n'a sans doute pas d'enfants et de petits-enfants ou d'arrière-petits-enfants qui souffriront de tout ça. Donc, si effectivement on n'a aucun intérêt, on ne prend absolument pas en considération les générations à venir, on s'en fiche, on ne sera pas là dans 100 ans, donc après moi le déluge. Mais ces générations, elles existeront, et comme disait Greta Thunberg aux Nations Unies, vous trahissez les générations à venir. Elles existeront, et elles diront, vous saviez et vous n'avez rien fait. Donc la bienveillance, c'est pas seulement un sentiment bisounours, la bienveillance, c'est la considération sérieuse du sort d'autrui. Dans le présent, c'est remédier aux inégalités, aux injustices sociales. À moyen terme, c'est de favoriser le bien-être de la population. Et à long terme, c'est d'avoir une préoccupation sérieuse du sort des générations à venir et du sort des 8 millions d'autres espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Donc l'altruisme, la considération d'autrui, la bienveillance est le seul concept qui permet de relier et de s'asseoir autour d'une même table entre travailleurs sociaux, hommes politiques, financiers, scientifiques de l'environnement et d'œuvrer ensemble à un monde meilleur dans la mesure où nous avons davantage de considération pour autrui. Essayons de visualiser le sourire d'un enfant innocent, le sourire d'un vieillard édenté au Tibet, comme certains portraits que j'ai pu faire dans mes voyages. Ou pensons à la beauté intérieure d'un maître spirituel. Ou pensons à l'extraordinaire beauté grandiose d'un immense paysage sauvage. Et faisons naître en nous ce sentiment d'émerveillement. Je vous laisse songer à quelque chose qui vous émerveille. Ou ça peut être
un flocon de neige qui vous tombe dans la paume de la main l'hiver, l'odeur de la prairie après une pluie d'orage pendant l'été. Donc faites naître en vous ce sentiment d'émerveillement. Quelques secondes. Et maintenant, ce qui vous émerveille, vous ne souhaitez pas le détruire. Vous allez le respecter, le protéger. Ce qui veut dire que l'émerveillement mène au respect. Le respect mène au désir de prendre soin. Prendre soin mène à l'action. Donc essayez de voir comment ce processus de l'émerveillement, qui est finalement plus grand que nous-mêmes, nous sortons de nous-mêmes. Les études ont montré d'ailleurs que ceux qui sont plus émerveillés sont davantage altruistes. Il y a une sorte de dissolution, de rapetissement, les sentiments exacerbés de l'importance de soi, de l'ego. Sentiment d'appartenance, de l'interdépendance universelle. Donc essayons, au travers de cet émerveillement, de concevoir ce souhait de respecter, de prendre soin de notre environnement naturel, des autres espèces et des autres êtres vivants dans leur ensemble. Donc cette aspiration de prendre soin, c'est un peu la bodhicitta en aspiration, et puis la bodhicitta en action, c'est de mettre cela en œuvre. Donc je vous laisse le soin de le faire. Merci à tous et toutes, et à bientôt.